Merci, chère Isabelle. Félicitations encore. Je pense qu'Isabelle, encore une fois, une belle main d'applaudissements, tout le monde. Si je peux me permettre, on se connaît un peu, je peux te tutoyer. Je suis vraiment très, très contente et très, très fière de toi. Donc, ça me fait plaisir de voir une femme forte, d'une Isabelle à une autre Isabelle aujourd'hui devant nous et en charge de la Chambre. Oui, encore, pourquoi pas. Si vous me permettez, j'aimerais prendre un peu de temps également pour honorer une personne qui nous a quittés, un très grand Canadien, notre premier astronaute, un homme qui a servi son pays toute sa vie, de la marine jusqu'à l'espace, et bien entendu, il a été ministre des Transports et ministre des Affaires étrangères, bien entendu, Marc Garneau. Je pense qu'il mérite également, lui aussi, une belle main d'applaudissements. Et en tant que ministre désormais en charge de l'Agence spatiale canadienne, j'aimerais aussi souligner la présence de Lisa Campbell, notre présidente aujourd'hui, et je suis contente qu'elle soit ici. Merci, Lisa. Isabelle parlait un peu plus tôt qu'elle revenait à la maison. Bien, moi aussi, j'ai l'impression de revenir à la maison. Ça me fait du bien de revenir à mes premiers amours. Je vois dans des anciens collègues avec qui j'ai travaillé par le passé dans le milieu des affaires, ça fait du bien d'avoir une responsabilité purement économique. Et pour moi, bien, c'est aussi un peu l'ADN familial parce qu'à la maison, quand j'étais tout petite, jusqu'à encore aujourd'hui, on parle de deux choses en particulier, la politique et les affaires. Mais comme vous le savez, Isabelle l'a mentionné, pendant plusieurs années, j'ai été ministre des Affaires étrangères. Et j'ai vu le monde basculer. La guerre est revenue en Europe. On a vu des tensions s'exacerber entre la Chine et les États-Unis. La rivalité entre les grandes puissances est revenue. Et la géopolitique fait désormais partie de chaque décision économique. Ce que j'ai compris à travers mon passage aux affaires étrangères, c'est que la prochaine décennie n'allait pas nécessairement juste se jouer au sein de forums internationaux. Elle allait se jouer dans les usines, dans les bureaux, dans les régions et dans vos entreprises. Et donc, il nous faut une vision, il nous faut une stratégie, parce que le monde se réaligne. Les règles du commerce international sont en train d'être réécrites. As we speak, we're seeing the emergence of economic blocs with countries within it. The questions are, who's in it? Who's out? With whom do we want to be? And within all these questions, what's fundamental is a question of trust, une question de confiance. Et c'est pourquoi je suis passée du front diplomatique au front économique. J'ai passé plusieurs années à travailler sur les causes, particulièrement les causes de la guerre tarifaire. J'avais envie de travailler sur les conséquences et les solutions à cette guerre tarifaire-là. Pourquoi? Parce que le champ de bataille, c'est l'économie. Et il faut organiser les lignes de front. Notre stratégie, elle se résume à 3 verbes. Se battre, se protéger et bâtir. Fight, protect, build. Commençons par le premier, nous battre. On le sait, la décision des États-Unis d'imposer des tarifs, des droits de douane, particulièrement de 50% contre l'acier et l'aluminium, est complètement injustifiée, complètement illégale et complètement inacceptable. Et en plus, on le sait, il y a aussi 25% contre le secteur automobile, mais on pense aussi à d'autres secteurs qui sont visés par la Maison-Blanche, que ce soit pharmaceutique, semi-conducteurs ou encore bois d'œuvre. Et donc, cette décision de la part de la Maison-Blanche met en péril des centaines de milliers d'emplois au pays, mais aussi les chaînes d'approvisionnement
qui viennent avec. Et ça crée un climat d'incertitude. Ça refroidit l'intérêt pour l'investissement. Il ne faut pas penser que notre économie est en silo. Ça a également un impact sur la confiance des ménages et donc nécessairement leurs dépenses. Et tout ça est lié. Mais la réalité, c'est que le Canada ne va pas se laisser faire. Nous sommes le plus gros client des États-Unis, plus gros que la Chine, le Japon, la France et la Grande-Bretagne réunis. Et donc, nous avons déjà appliqué des contre-tarifs. Nous allons continuer de mettre de la pression sur les Américains et nous sommes le seul pays, avec la Chine, à avoir eu l'audace de le faire. Deuxième verbe, nous protéger, to protect ourselves. Il va de soi que lorsqu'on est victime d'une attaque, on doit être capable de se protéger. Et c'est pour ça qu'il faut protéger notre marché et on ne peut pas accepter des pratiques commerciales injustes, une forme de dumping dans notre marché. On doit soutenir également les liquidités des grandes entreprises et bien entendu aussi des PME. C'est pour ça que je suis contente qu'Isabelle Hudon soit ici, de la BDC, qu'on va travailler également avec EDC. On va travailler avec DEC, bien entendu, et on a un programme pour les grandes entreprises. On veut également aider les entreprises à pivoter, à soutenir et faire en sorte d'avoir accès à de nouveaux marchés, à innover. Et c'est pour ça aussi qu'on va travailler ensemble sur le Fonds d'innovation stratégique. Mon objectif, Isabelle l'a mentionné, certainement de réduire la paperasse. Les délais sont trop longs. Ça va me faire plaisir de travailler avec mon nouveau secrétaire parlementaire sur cette question, Carlos Letao. Et nous allons protéger nos entreprises, mais aussi protéger nos travailleurs, et nous avons assoupli les règles d'assurance-emploi. Troisième verbe, nous allons bâtir. We need to build. Et donc, on doit faire en sorte qu'on ait une économie au Canada, pas 13. Et vous le savez, le premier ministre, c'est sa priorité. Il a eu une rencontre très productive à Saskatoon avec les différents premiers ministres des provinces et territoires, incluant, bien entendu, le premier ministre Legault. On veut investir dans des projets majeurs. Des projets, on le sait, au Québec, on en a plusieurs, que ce soit en minéraux critiques, que ce soit la ligne d'Hydro-Québec entre le Labrador et le Québec. Je vois que Michael Sabia est ici. Merci, Michael, d'être ici. Ou encore le train à grande vitesse entre Windsor et Québec. Martin est ici aussi. Ce sont certainement des grands projets qu'on veut construire et on doit aller plus vite parce que c'est comme ça qu'on va être capable de créer une espèce d'élan économique. Et vous l'avez entendu, il y a 2 jours, le premier ministre a annoncé notre nouvelle approche en matière de défense, 2 % de notre PIB d'ici la fin de l'année fiscale, 9,3 milliards de dollars, et il va de soi qu'on veut créer des emplois à travers nos investissements en défense, et on peut le faire ici à Montréal, partout à travers le Québec et également au Canada. Et finalement, dans cette perspective de bâtir, on veut développer, bâtir de nouveaux partenariats, se rapprocher de l'Europe et, bien entendu, de certains pays en Asie et dans le Golfe également. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on voit présentement l'émergence de blocs économiques avec qui nous pouvons vraiment faire des affaires. Mais aussi, on voit une nouvelle approche, la diplomatie économique. Et moi, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de vous. J'ai besoin qu'on travaille ensemble parce que le gouvernement, nous, on peut ouvrir des portes, mais vous devez faire en sorte de closer le deal, comme on dit en bon québécois. Vous savez, le Canada est ce pays où on peut se regarder dans les yeux, se serrer la main et se faire confiance. We can look at each other in the eyes, shake hands, and know that Canadians will follow the contract. Canada is not for sale, but we're open for business. Vous savez, le Canada n'est pas à vendre, mais nous sommes prêts à faire des affaires. Alors, pendant qu'ils vont s'affaiblir, nous allons nous renforcer. Merci beaucoup.
j'ai fait une petite demande spéciale qu'on change un peu les règles des invités. Alors, place d'honneur. Merci, merci. Madame la ministre, on va parler, je veux qu'on nous ramène beaucoup sur le Grand Montréal, mais partons avec l'éléphant dans la pièce et bien sûr, parlons des États-Unis. On est à quelques jours d'un grand sommet. Il se dessine sous une autre forme, on dirait, cette année. Hein? Vous avez parlé d'alliés, vous avez parlé donc de tisser des relations autres également. Mm-hmm. Mais on sait aussi, on présume que vous avez des attentes par rapport au gouvernement Trump et à M. Trump pour ce G7 à Kananaskis. Il y a des médias dans la salle, mais quel serait, je dirais, pour le Grand Montréal, pour les gens d'affaires qui sont ici, un sommet du G7 à succès dans quelques jours? Mais vous savez, le premier ministre a déjà présenté ses objectifs pour le G7, certainement de tisser des liens plus forts au niveau économique, ramener cet esprit de confiance dont je vous parlais un peu plus tôt, vraiment être capable de sécuriser nos communautés, donc être capable de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère ou de menaces à nos différentes communautés. Et il y a plusieurs initiatives qui s'en viennent en matière d'intelligence artificielle, etc. Mais fondamentalement, ce qui va être clé pour le G7, ça va être de maintenir l'unité du G7, qui était l'objectif que les ministres des Affaires étrangères, nous avions au mois d'avril dernier. Mais ce que je dirais, Isabelle, c'est que si on regarde de façon plus large que ce qu'on essaie de faire avec les États-Unis présentement, c'est que puisqu'on est en guerre tarifaire, bien, en temps de guerre, on a toujours deux stratégies. On a le fait d'avoir notre stratégie où on attaque, on contre-attaque. Et donc, c'est pour ça les contre-mesures, c'est pour ça la campagne de publicité aux États-Unis. Vous savez, en moyenne, présentement, un Américain normal, moyen, a 20 de tarifs qu'il doit subir à chaque jour. Imaginez si demain matin, on mettait 20 de TPS sur vous. Et donc, c'est sûr que ça crée des frustrations, c'est sûr que ça impacte la dynamique politique aux États-Unis. Et donc, nous, notre objectif est encore et toujours de faire comprendre au peuple américain que c'est à leur détriment. Pendant qu'on fait ça, l'autre chose, c'est que, bien entendu, il y a une table diplomatique, il y a une table de négociation. Et donc, le premier ministre, présentement, est en discussion avec le président et son objectif est celui qu'il a toujours mentionné, qu'il a mentionné lors de la campagne électorale, c'est de faire en sorte qu'il y ait une entente non seulement sur les affaires, donc sur le commerce, mais aussi sur la sécurité, parce que, bien entendu, ils vont de pair. Et vous avez vu, il y a 2 jours, lorsque le premier ministre a annoncé 2 d'investissement, de dépenses, en fait, en matière de défense, d'ici la fin de l'année fiscale, 9,3 milliards de dollars, c'est énormément d'argent. C'est le plus gros réinvestissement du Canada dans ses forces armées et dans la défense depuis la Deuxième Guerre mondiale. On le fait, bien entendu, pour nous protéger dans un monde plus dangereux, plus compliqué. On le fait également pour créer des emplois ici au Canada, pour développer notre secteur manufacturier, pour développer notre complexe industriel, ce qui est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on le sait, on est trop dépendant des États-Unis. Et donc, ces investissements-là vont aussi nous renforcer à la table de négociation. Je voulais qu'on s'en parle un petit peu plus tard de la défense, mais plongeons. Oui. Plongeons puisque, et vous l'aurez compris, chers invités, chers membres, que nous avons une table d'honneur aussi aujourd'hui qui a une forte présence aérospatiale. Je salue ma collègue Mélanie Lucier, d'ailleurs, PDG d'Aéro Montréal. Pour la première fois, la Chambre sera présente au Bourget, donc au Grand Salon de Paris Air Show. Nous y serons, donc je vous joindrai, Madame la ministre, tout comme la plus grande cohorte d'entreprises québécoises historiquement présentes là-bas. Alors, l'industrie de la grande région de Montréal répond présent. Nous sommes le hub aérospatial
je dirais en Amérique du Nord. Il y a ce pivot qui est attendu d'une partie de nos entreprises dans tous les maillons des chaînes d'approvisionnement, de nos grands joueurs. On en a parlé, les Bombardier, les Héroux d'EFTEC, les grands joueurs, mais c'est vrai aussi du pivot du côté de l'ingénierie. Nos grandes firmes d'ingénierie sont en train de pivoter. On a la photonique, on a l'intelligence artificielle, on est fort en cybersécurité, et les gens que vous voyez devant vous vont se mettre derrière l'industrie aérospatiale et tous les autres secteurs connexes de technologie pour saisir ces opportunités-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que là, on veut une grande économie canadienne, mais on le sait que dans la réalité aussi, nos voisins de l'Ontario ont une petite longueur d'avance sur ce qu'on pourrait appeler le militaire. Donc, on veut aller vite. Bien, alors, je vous entends ne pas être d'accord avec moi, je suis ravie. Dites-nous comment, donc, quels seraient les ingrédients à succès pour qu'on se rassoie ici, peut-être dans une année ou au printemps, puis qu'on se dise que, comme communauté, on a notamment saisi cette opportunité-là qui est devant nous. Merci, Isabelle. Je pense que la question est très, très pertinente. Moi, je ne vois pas nécessairement de compétition entre les provinces sur ces questions-là parce que je pense qu'il y a assez d'investissements pour être capable, justement, que tout le monde puisse y trouver son compte. Et quand on pense à investissement militaire, il ne faut pas penser que c'est purement que militaire. L'objectif du gouvernement, ça va être aussi d'avoir des investissements qui peuvent être à double usage. En anglais, l'expression, c'est « dual use », qui peuvent être civils et qui peuvent être militaires, que ce soit dans la construction d'infrastructures ou que ce soit, bien entendu, dans des entreprises qui peuvent faire les deux. Et c'est ce que plusieurs pays font, notamment les Américains, depuis des années. Et donc, pour moi, comment je vois les choses, et certainement comment le premier ministre et le cabinet voient les choses, c'est qu'on doit être capable d'investir non seulement dans nos grands champions, certainement les Bombardier, les CAE, les différentes compagnies qui sont dans le domaine de l'aérospatial, certainement aussi dans le domaine de l'automobile, mais ce n'est pas pour les mêmes produits et les mêmes besoins nécessairement des Forces armées canadiennes. L'autre chose, c'est que l'objectif, ça va être d'aider, non seulement en soutenant ces grandes entreprises-là, mais d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui est capable de soutenir aussi ces grandes entreprises-là. Donc, la BDC va devoir jouer, DC, etc., toutes nos agences gouvernementales, un rôle clé pour permettre aussi ce financement-là, ce pivot-là de certaines entreprises vers des nouveaux produits, des nouveaux marchés. Mais aussi, j'ai le privilège d'être en charge de la recherche. Je voyais Daniel, Rémi qui sont ici, l'Université Montréal, l'Université McGill. Notre objectif aussi, c'est de permettre aussi de la recherche dans le domaine de la défense, qui n'est toujours pas nécessairement le cas au niveau du financement présentement. Et donc, parfois, lorsqu'on fait de la recherche dans le domaine de la défense, il peut y avoir des conséquences positives aussi pour d'autres domaines qui ne sont pas purement militaires. Et on pense aussi à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, même chose. L'intelligence artificielle est clé pour justement être capable d'être performant aussi dans le domaine de la défense. Donc, pour moi, ce n'est pas que le secteur aérospatial, même si j'aime beaucoup mes collègues de l'aérospatial. Je vois Marc ici. Non, je ne veux pas que vous vous sentiez mal aimé. Je ne voudrais pas commencer comme ministre de l'Industrie que le secteur de l'aérospatial pense que je ne les aime pas. Au contraire, on va passer du temps ensemble à Paris la semaine prochaine. Mais ce que je veux qu'on ait comme vision, c'est que les retombées pour Montréal, pour le Québec, pour le Canada, peuvent être très, très grandes. Je vous donne un autre exemple, Isabelle. Oui. Le Canada, l'OTAN, a une trop grande dépendance envers la Chine en matière de terres rares. Et donc, nous, le Canada, on a une très grande possibilité de développer les minéraux critiques. On sait qu'il y a des grands projets qui sont présentement discutés. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques promoteurs pour des projets non seulement de terres rares, mais aussi transformation de ces terres rares-là. Et donc, on peut se retrouver aussi à développer une nouvelle économie, une nouvelle industrie de transformation de minerais critiques ici au Québec
et qui peuvent être dans la grande région de Montréal. On a aussi Davie avec les navires, un chantier qui va être extrêmement occupé au cours des prochaines décennies. Donc, vous voyez que c'est pas pour rien que le premier ministre du Québec, François Legault, était particulièrement content de cette annonce en matière de défense. Et on va avoir l'occasion, lui et moi, de s'asseoir à Paris pour discuter justement comment on peut faire en sorte de bénéficier le Québec, que le Québec ait sa juste part, mais aussi, je pense qu'il y a plusieurs solutions en Ontario, en Colombie-Britannique, dans les prairies, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je ne vois pas nécessairement ça comme une compétition, je vois ça au contraire comme une forme de coopération à travers le pays. Et finalement, mon dernier point, c'est qu'on est dans une période très instable géopolitiquement. On ne peut pas se permettre d'affaiblir notre secteur manufacturier. Le faire, c'est s'affaiblir d'un point de vue de défense et de s'affaiblir sur le plan de notre protection de notre souveraineté, mais aussi d'un point de vue géopolitique. Et c'est pourquoi c'est fondamental d'utiliser ces investissements en défense pour renforcer notre capacité manufacturière. Parce qu'au final, si les choses vont moins bien, éventuellement, on doit être capable de construire chez nous. Et c'est pour ça qu'on va utiliser ces investissements-là pour créer des emplois et se renforcer chez nous. Avant d'aborder un thème, je l'ai annoncé tantôt, qui m'est cher, qui est la bureaucratie, le gaspillage dans nos appareils gouvernementaux. Puis ce qui est chouette, c'est que toutes les deux, on est en transition ce matin, on commence, donc on est plus en exposant des visions, puis un jour, on sera mesuré, vous et moi, sur ce qu'on aura réellement livré. Mais pour terminer sur ce bloc-là, intelligence artificielle et chercheurs. Oui. Montréal est une ville fantastique universitaire. Les étudiants ont choisi cette grande métropole comme leur métropole de choix dans le monde. Notre milieu universitaire à Montréal a été mis à mal depuis quelque temps. Vous parliez de protéger. Voilà un milieu qui doit être protégé. Et voilà un milieu qui doit aussi reprendre ces grandes lettres de noblesse. Vous venez d'en parler, Madame la ministre, concernant ce que vous voulez faire. Il y a des chercheurs dans le monde présentement qui, nos collaborateurs, nos chercheurs dans les universités ont déjà des liens très forts. À court terme, là, rapidement, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'on puisse attirer ces cerveaux chez nous qui nous aident justement à bâtir pour la suite et être toujours plus innovants? Merci, Isabelle. Une petite aparté, tu mentionnais la question de la paperasse. On y revient. On y revient? OK. Ah parfait. Oui, j'ai tout un bloc là-dessus. OK, parfait, c'est bon. Je veux juste être sûre qu'on en parle. C'est important. OK, je pense que les gens aussi veulent entendre la réponse. Donc, sur la recherche, oui. Je pense qu'on a une occasion unique à saisir de renverser le phénomène d'exode de cerveau qu'on voit depuis des années pour, au contraire, se retrouver dans un contexte où on va accueillir davantage de cerveaux. La première fois depuis la guerre du Vietnam. Et donc, on a vraiment une opportunité en or d'aller chercher plusieurs chercheurs qui travaillent aux États-Unis. Et mon objectif est d'aller chercher 1000 chercheurs qui proviennent des États-Unis pour les amener au Canada. J'ai déjà commencé mes conversations. Le premier ministre est très, très intéressé par cette question-là. On est en compétition avec l'Europe. Emmanuel Macron a déjà fait une annonce là-dessus. Oui. Les Britanniques sont intéressés. Bref, il y a une compétition pour être capable d'aller chercher ces chercheurs-là. Mais j'étais en conversation il y a 2 jours avec Timothy Snyder, qui est un ancien chercheur historien spécialisé dans l'Europe centrale et qui a quitté Yale parce qu'il avait des enjeux de liberté académique pour s'établir à l'Université de Toronto. Je suis très, très intéressée à travailler avec l'Université de Montréal, l'Université McGill, Daniel Reynie, les deux m'en ont déjà parlé. L'Université Concordia, l'UQAM. L'Université Concordia, l'UQAM, etc., toutes les universités au pays,
parce qu'on doit saisir cette occasion-là. Mais je tiens à vous dire qu'on a aussi fait nos devoirs comme gouvernement. Parce que dans le dernier budget, et ça, je pense que ça n'a pas assez été discuté, je sais que, bon, tu mentionnais, Isabelle, que les universités ont été mises à mal, mais au niveau du fédéral, on a investi 1,4 milliard de dollars dans le dernier budget en recherche. C'est énorme. C'est le plus gros budget de recherche depuis les 20 dernières années. Alors, nous, on a été capable de remettre un peu à flot nos différents fonds de recherche, notre capacité de recherche. Mais là, avec cette occasion-là, je pense qu'on doit la saisir et on doit être capable justement d'attirer les meilleurs. Pas juste les grands chercheurs, mais aussi leurs équipes. Également, les étudiants qui sortent, dans le fond, post-doctorat. J'avais une discussion avec Alan Bernstein, qui a déjà été en charge des fonds de recherche, qui me disait, bien, vous savez, les prix Nobel, Madame la ministre, ce sont normalement des gens qui sont dans leur trentaine, qui ont fait leur grande recherche, leur grande découverte, et qui plus tard continuent à travailler et à la fin de leur carrière obtiennent un prix Nobel. Donc, c'est pour ça qu'on doit être capable d'aller chercher vraiment des chercheurs tout au long, dans un spectre assez large pour être capable d'attirer les meilleurs. Et je travaille présentement avec Eddie Goldenberg, Alan Bernstein et David Johnson, supportés par plusieurs des membres des recteurs, en fait, des universités canadiennes pour être capable de faire ça assez rapidement. Donc, plus de détails à suivre. Est-ce que vous sentez que vous aurez certains freins de la part du gouvernement du Québec dans cette mission? Non, je pense qu'au contraire, on doit travailler ensemble. Parce que, vous savez, pour nous, on sait qu'on doit réduire les dépenses de l'État d'opération. On le sait. Le gouvernement a cru de la fonction publique de 9 %. Le premier ministre a dit qu'on doit descendre à 2 % de croissance. Mais en même temps qu'on fait ça, on doit être capable d'investir dans des secteurs stratégiques parce qu'on le sait, on fait face à une économie qui peut devenir plus difficile à cause des conséquences de la guerre tarifaire. Donc, dans les circonstances, qu'est-ce qu'on fait? Projet majeur, défense, mais recherche, c'est tout ça qui fait en sorte, justement, de pouvoir rendre notre économie plus innovatrice, plus compétitive. Donc, pour nous, cette occasion-là, ça fait partie d'une stratégie industrielle qui va pouvoir nous aider. Oui, j'ai donné l'exemple dans le domaine, dans le fond, des sciences humaines, mais certainement dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la recherche scientifique médicale, notamment les vaccins, être capable justement d'avoir des chercheurs qui sont capables de faire de la recherche appliquée. Bref, ça va nous permettre d'avoir un écosystème extraordinaire parce que tantôt, Isabelle, tu mentionnais l'importance de l'aérospatiale, mais ce n'est pas dénaturé de tout ce que les chercheurs aussi font dans nos différentes universités parce que Montréal est une ville d'université. Oui. Justement, parlons de paperasse et de bureaucratie. Avec tous tes petits, tes petits cartons devant moi, oui. En fait, moi, je suis fraîchement arrivée vendredi soir de Miami. Et j'ai jamais été déconnectée de la communauté des affaires parce que je servais les entreprises québécoises aux États-Unis. Ouais. Et parfois, ce qui ressortait dans des discussions parallèles, c'est de dire, c'est quand même un peu choquant d'entendre des politiciens et des élus nous dire que notre secteur économique n'est pas assez productif, qu'on n'est pas assez efficient, efficace, qu'on s'est peut-être un peu assis sur nos lauriers. Il est vrai que nous avions un avantage à l'endroit, par exemple, des clients américains liés à la valeur du dollar, mais c'est fâchant. C'est fâchant pour des entrepreneurs qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils veulent s'assurer que leurs employés, la famille de leurs employés, vont pouvoir continuer d'être mobilisés. Et là, pendant ce temps-là, qu'on voit des gouvernements à tous les niveaux, municipal, provincial, donc du gouvernement du Québec et fédéral, gonfler leur structure d'employés, mais avec une impression pour beaucoup de gens du monde des affaires de jamais ouvrir le capot, puis de regarder, de faire du ménage, et de voir comment vous aussi, vous devez être plus productif. Donc là, je vais prendre deux enlignements. Je pense qu'on vous a mis au défi, puis on veut vous entendre là-dessus. Votre grand patron, M. Carney,
vous a demandé des résultats récemment, on veut vous entendre, mais aussi qu'est-ce que vous allez faire pour les entreprises, parce que on sait que du côté du Sud, il y a présentement, et je peux en témoigner, puis plusieurs d'entre vous peuvent en témoigner, un momentum qui est pro-affaires pour redonner beaucoup d'agilité, beaucoup de confiance aux entreprises et accélérer leur capacité. Et nous, ici, il faut qu'on suive le rythme parce que sinon, et comme politicien, je sais que c'est cher à vos yeux, c'est que l'écart de richesse qui nous permet d'être ces Canadiens, ces Québécois, ces Montréalais avec les valeurs qui nous sont propres, on va avoir de la misère à maintenir ça. Alors, 2 questions. On peut commencer par la première. Vous avez été mis au défi, je pense, comme vos collègues. Dites-nous un petit peu plus pour ceux qui auraient peut-être manqué ça, là. OK, parfait. Parce qu'on va revenir vous demander si ça a bien été, ça. Je sais. Donc, mon grand patron, le premier ministre Carney, vient du milieu des affaires et pour lui, il a une allergie à la bureaucratie, une allergie à tout ce qui est trop lent. Donc... On est d'accord. Oui, on est totalement d'accord. Et donc, dans notre plateforme électorale, c'était dit que dans les 60 premiers jours, je devais, comme ministre de l'Industrie, mais aussi mon collègue, le ministre des Ressources naturelles et la ministre des Transports, réduire la bureaucratie au sein de nos 3 ministères parce que ce sont les ministères où la paperasse est particulièrement élevée. Et donc, ça me fait plaisir de travailler avec un homme que tout le monde connaît, tout le monde respecte, qui a énormément d'expérience et qui est notre nouveau secrétaire parlementaire à Industrie, l'ancien ministre des Finances, Carlos Letao, pour travailler sur cette question-là. Je vous donne un exemple. Une des choses que j'ai posées comme question à mon sous-ministre lorsque je suis arrivée, j'ai dit, je veux voir le fameux formulaire pour obtenir des fonds du Fonds d'innovation stratégique, le CIF en anglais, le Strategic Innovation Fund. J'avais entendu dire à travers des amis qu'il était plus de 40 pages. Il est 50 pages. J'ai dit à mon sous-ministre, on réduit ça à 10, là. C'est assez. Ça n'a pas de bon sens. Parce que, ultimement, on a comment je pourrais dire, un ministère qui travaille depuis plusieurs années de la même façon. Et là, bien entendu, mon sous-ministre dit, on va vous faire une proposition, Mme Joly, pour savoir comment on réduit la paperasse. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, danger. C'est bien de demander au ministère comment réduire la paperasse, mais il faudrait peut-être qu'il y ait quelqu'un d'autre qui leur demande comment réduire la paperasse aussi. Mon sous-ministre est extraordinaire. Et je sais que Michael Sabia a été sous-ministre. Je ne voudrais certainement pas offenser les sous-ministres. Je pense qu'ils sont extraordinaires aussi, des grands mandarins de l'État. Mais je pense qu'on peut travailler ensemble pour être plus efficace. Et certainement, l'objectif, c'est que Carlos, avec son expérience dans le privé, son expérience également au niveau de la politique provinciale, puisse avoir un regard assez nouveau, justement, sur cet aspect-là. Bien, ce que la Chambre pourrait faire, c'est qu'une fois que M. Letao publie ce sur quoi il se met au bâton, bien, nous, on pourra transmettre ça à la communauté des affaires et on pourra voir comment on mesure, on se plongera pas dans vos tableaux de bord, mais on verra comment les indicateurs de performance vont bouger. Puis Isabelle, si je pouvais ajouter, oui. On a déposé un projet de loi aussi pour les grands projets, les projets majeurs, surtout en infrastructure. Et l'objectif, justement, c'est de rendre l'approbation des projets plus rapide. Présentement, la moyenne de temps pour l'approbation des grands projets, c'est 5 ans. Et on a dit qu'on allait réduire ça à 2 ans. Et donc, le projet de loi est présentement devant les communes. Notre objectif, c'est de pouvoir le passer rapidement, qu'il passe le Sénat également rapidement pour être capable de travailler avec les provinces et territoires pour justement que ça se passe plus rapidement, que ça crée un climat de confiance et qu'on ait un véritable partenariat avec le milieu des affaires parce que justement, grand projet veut nécessairement dire investissement majeur du côté du privé, bien entendu, et du côté du public. On voit toutes les deux qu'il nous reste un maximum de 10 minutes. Oui. Les gens ont des engagements, on va respecter
vos rencontres d'affaires et vos ambitions à créer de la prospérité. Merci. Alors, j'ai peut-être 3 petites questions en rafale. Oui, vas-y. On répond un petit peu plus vite, mais juste pour finir, une statistique intéressante aussi sur la paperasse, justement. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a publié une statistique qui dit qu'une PME, par exemple, doit investir 32 jours ouvrables. Donc ça, c'est 6 semaines pour remplir de la paperasse, pour se conformer aux différentes exigences des ministères, des 3 paliers de gouvernement, pardon, et que pour ce qui est des ordres de gouvernement précis, c'est plus de 51 milliards de dollars de ressources qu'on demande aux entreprises pour se conformer. Évidemment, on ne souhaite pas rentrer dans une ère de non-conformité, de bafouer les règles, mais je pense qu'il y a une grande réforme à faire là. On n'aura pas le temps, on pourra en reparler sur le commerce intérieur canadien. Oui. Pas plus tard que lundi après-midi, après 1 heure en poste, après avoir salué les employés, j'étais sur un appel avec mes collègues, avec le Conseil des grandes villes canadiennes, Oui. qui réunit donc les 9 plus grandes chambres de commerce du Canada. Vous les aurez identifiées de Vancouver à Toronto en passant par Halifax. Et on va faire front commun. Sur le commerce intérieur. C'est un dossier qui était cher à mon prédécesseur, qui a été visionnaire en ce sens-là. On en a beaucoup entendu parler, comment le marché canadien, on va davantage l'ouvrir. Le Québec, qui était un peu plus protectionniste, a ouvert les valves. J'ai eu la chance d'en discuter aussi avec le ministre Keith dimanche soir. On était à un événement ensemble. Mais s'il y a un élément à retenir pour les entreprises par rapport au marché canadien. Et qu'est-ce que vous allez faire rapidement pour... On parle beaucoup de l'international, mais dans les faits, dans le Grand Montréal, on a 20 de nos entreprises qui exportent. Donc, on en a 80 qui créent de la richesse et créent des jobs à l'intérieur du marché du Québec et du Canada. Donc, c'est pas rien. Alors, une chose à retenir sur le commerce intérieur? Bien, c'est notre objectif de créer une économie et pas 13, vous l'avez entendu souvent. Vous savez, les 25 de tarifs qui, il y a quelque temps, étaient liés à un décret présidentiel visant à contrer le fentanyl, lorsqu'ils ont mis 25 de tarifs sur essentiellement toutes les exportations canadiennes. À l'époque, on avait dit que si on était capable, ensemble, entre provinces et territoires, de réduire les barrières tarifaires, 20 des 25 allaient être, dans le fond, enlevés. Donc, c'était l'impact des barrières tarifaires au sein de l'État fédéral canadien qu'on devait vraiment, justement, prioriser. Donc, moi, j'ai un appel à tous, en fait, et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble là-dessus. Le projet de loi qui a été déposé la semaine passée vise à faire 2 choses. Je vous ai parlé des projets majeurs qui sont très, très importants pour faire en sorte que l'approbation soit plus rapide. En anglais, j'utiliserais l'expression « to fast-track things ». L'autre chose, c'est vraiment pour enlever toutes les barrières tarifaires qui provenaient du fédéral le plus rapidement possible. J'ai besoin que la communauté des affaires se rallie et dise « oui, on est d'accord. Oui, on doit le faire ». Plus on est capable justement de faire en sorte de travailler ensemble, et je sais que plusieurs députés et plusieurs ministres demandent aussi l'appui du milieu des affaires partout à travers le pays, c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on va être capable également de créer de la prospérité dans un contexte où les tensions économiques peuvent s'exacerber. On va voir ça va être quoi l'impact du G7 et à quel point tout va bien se passer. Mais vous savez, il y a toujours beaucoup d'imprévisibilité et il n'y a personne qui est dans l'état d'esprit du président Trump ici dans la salle. Donc, on doit être prêt à toutes les éventualités. Bien, justement, parlant de ces éventualités, c'est une tribune et une scène ici aussi où on veut donner des coups de chapeau. Et je voulais donc féliciter Richard Chénier et tout l'écosystème d'innovation du Grand Montréal qui a lundi
inaugurer donc un nouvel espace d'incubation, d'innovation, d'accélération qu'on appelle l'espace Axe C, qui est en plein cœur du centre-ville. Ce matin, les affaires disaient que ce hub d'innovation technologique peine à répondre à la demande, donc il y a de l'appétit, évidemment, chez nous. C'est 60 organisations déjà qui s'y sont installées. Il y a 60 qui sont déjà là. Il y en a 90 aussi qui formeront le bloc. Si jamais je me trompe dans mes chiffres, tu me pardonneras. Il y a 50 startups qui sont là. Et moi, vraiment, s'il y a quelque chose qui me tient à cœur dans mes prochaines ambitions, souvent, on se dit, on va mettre en communion les startups avec les grandes entreprises. Et puis là, les grandes entreprises vont voir si elles veulent investir. Moi, ce que je vous dis, c'est collez-vous aux startups et vous allez apprendre comment être plus agile et comment, justement, fast-tracker bien des choses. Donc, pour nous tous, on a beaucoup à apprendre, non seulement des autres générations, celles qui nous ont précédées et celles qui nous suivent, mais aussi de ces jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, qui bâtissent des entreprises présentement global ready parfois et qui sont extrêmement inspirantes aussi pour les grandes organisations. Alors, c'est un bel exemple de collaboration financière, stratégique. Les 3 paliers de gouvernement étaient là, le secteur privé, aussi l'enseignement supérieur. On peut, je pense, applaudir cette bonne nouvelle. Bravo, Richard. Pour terminer, la ville de Montréal, la grande région de Montréal, c'est un endroit de tourisme extraordinaire. On a nos partenaires de tourisme qui sont ici. On a la chance d'accueillir un très grand événement cette fin de semaine, mais ce n'est évidemment, j'allais dire ce n'est que le début, mais ce n'est pas vrai parce que c'est déjà bien commencé. Vos coups de cœur de festival, qu'est-ce que vous allez suivre? Parce que là, vous avez eu une très grosse année. La guerre en Ukraine. Alors, est-ce qu'il y a des festivals où on va vous voir? Est-ce qu'il y a des scènes? Est-ce qu'il y a des tables Michelin que vous allez essayer? Oui, Où allez-vous vous frotter au tourisme qui adore Montréal? OK, là, mon agenda est prévu pour les 2 prochaines semaines, puis après, on s'assoit pour prévoir qu'est-ce qui s'en vient. À court terme, je m'en vais à Vivatech, donc je pars pour Paris demain, qui est une grande foire sur l'intelligence artificielle et les technologies. Peut-être certains d'entre vous allaient être là, à Paris. Et après, c'est la foire du Bourget, donc la foire aérospatiale. Donc, plusieurs amis ici vont être là. Également, ça me fait plaisir. Et puis, par la suite, bien entendu, je vais aller passer un petit peu de temps à Montréal avec mon amoureux. On adore aller incognito avec la GRC, bien entendu. Je suis à David, là. Au festival de jazz, aux francophonies, tout ça. Ça, j'adore. J'adore me promener dans la ville. Ça me fait du bien. J'aime essayer des nouveaux restaurants aussi. Et puis, j'ai suivi de près les étoiles Michelin. Je vais garder pour moi mes opinions en tant que frère montréalaise. J'aime aussi beaucoup Québec. Et j'aime beaucoup... On compte sur vous pour passer le message aux Européens dans les prochains jours. Absolument. On les attend et on les attend tout l'été. Mais j'aurai une meilleure réponse, Isabelle, sur les festivals la prochaine fois. Parfait? Merci. Ça a été un plaisir. Ceci conclut notre événement de ce matin. Madame Joly, au nom de la Chambre, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir et bonne journée.